Est-ce que la France est sur le point de devenir une seconde Chine? C'est la question qu'on se pose parce que depuis les années 80-90, on était habitué à ce que la Chine, grâce à l'aide de certaines de nos politiques et industriels, s'empare d'une partie de notre savoir-faire artisanal, le produise en grande quantité et nous inonde avec. Vous aurez d'ailleurs remarqué la corrélation entre la disparition de certaines activités en France, la baisse générale du niveau de vie et la croissance exponentielle de certains producteurs comme Shein ou Primark qui proposent des produits très bas de gamme pour une population devenue elle-même très bas de gamme. La Chine, elle est connue comme étant la deuxième puissance mondiale, mais comme étant aussi un pays avec un régime communiste centralisé, autour de plus en plus d'une seule figure qui est celle de Xi Jinping, qui est en train de devenir une sorte de dictateur souple, puisqu'il devrait conserver le pouvoir jusqu'à sa mort, si la constitution qu'il avait enclenchée a été votée. Et donc la Chine, comme toute dictature, souhaite avoir le contrôle sur sa population. Alors comme depuis les années 90, il y avait une bonne croissance annuelle d'autour de 10%, la population s'enrichissait, le niveau de vie s'améliorait, les études étaient de plus en plus poussées. Donc, dans une économie où la population se porte bien et est porteuse d'espoir envers l'avenir, il n'y a pas trop de soucis de révolte. A contrario, à partir du moment où ça commence à se resserrer économiquement, c'est-à-dire que la Chine, même si elle est deuxième puissance mondiale, l'économie mondialisée commence à se contracter. La Chine veut changer son système économique de pays atelier à pays d'innovation. Elle a fait sa guerre commerciale et ses guerres régionales. Elle est en train de resserrer les mains sur Taïwan, le Tibet, c'était déjà le cas, mais aussi la population un peu réticente comme les Ouïghours ou Hong Kong. Et donc, pour assurer la surveillance de plus d'1 milliard d'individus, elle a mis en place un système de surveillance de masse par caméra, reconnaissance faciale et crédit social. Alors, ce système de crédit social chinois, ça veut dire que grâce à la surveillance de masse et la reconnaissance faciale, vous êtes identifié à chacun de vos déplacements en extérieur, vous êtes noté en fonction de votre comportement, c'est-à-dire pas seulement le comportement dans la rue, mais si vous payez vos impôts, vous êtes à l'heure au travail, vous êtes productif, vous avez des enfants qui se comportent bien, vous participez à des activités sociales, etc. Donc bref, tout ça, ça vous donne accès à une meilleure note et à des privilèges sociaux. A contrario, si vous avez des dettes que vous ne remboursez pas, si vous vous comportez mal, que vous êtes en retard, que vous avez eu maille à faire avec la police, vous perdez des points et vous perdez certains privilèges sociaux. Ce qui est bien avec ce système, c'est que ça peut s'appliquer à partir du moment où vous devenez gênant pour le pouvoir en place. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très honnête, mais que vous êtes assez critique envers la centralité de Xi Jinping, aux yeux du pouvoir, vous avez beau payer vos impôts, si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions politiques, vous valez pas mieux qu'un ivrogne qui arrive en retard au boulot. Donc, vous êtes aussi dangereux pour la société. Donc, vous perdez des points et vous avez des limitations de déplacement, des limitations d'accès au crédit, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est un moyen de contrôle des populations qui est absolument effrayant. Et donc, ce système-là pourrait apparaître en France. Et vous dites, mais non, c'est pas possible, en France, il y a la liberté individuelle, il y a les journalistes, les médias. Et pourtant, à cause de certains événements qui ont lieu notamment en 2015, la surveillance généralisée des lieux publics a été plus ou moins acceptée par la population. Parce que effectivement, fallait pouvoir vite intervenir dans des situations extrêmes comme ce qu'on a connu en 2015. Donc, si vous cherchez des réponses plus approfondies sur le système de crédit social, je vous mettrai le lien du Wikipédia en description de la vidéo. Mais en France, qui commence à être un pays qui s'équipe beaucoup en caméras dans les lieux publics à haute densité de population, une enquête de Disclose, le site internet Disclose, du 14 novembre 2023, titrée « La police nationale utilise illégalement un logiciel israélien de reconnaissance faciale ». Vous n'étiez pas au courant ? C'est normal que vous n'étiez pas au courant parce que en 2015, les forces de l'ordre ont acquis en secret un logiciel d'analyse d'images de vidéosurveillance de la société israélienne Briefcam. Depuis 8 ans, le ministère de l'Intérieur dissimule le recours à cet outil qui permet l'emploi de la reconnaissance faciale. Vous imaginez, on est en démocratie. Ça, c'est apparu en 2015. À quel moment on a entendu parler de cette affaire dans les élections présidentielles de 2017 ? À quel moment la police nationale peut utiliser un outil comme celui-là sans que la population ne soit au courant? On est en France et
il y a de la reconnaissance faciale qui est utilisée dans les lieux publics depuis 8 ans. Donc ça se trouve, vous, moi, n'importe qui, notre famille et tout, ont été fichés à travers ce logiciel. Alors, je veux bien qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai rien à me reprocher, si ça peut permettre d'améliorer la sécurité, etc. Bon, déjà, comment ça peut permettre d'améliorer la sécurité vu que personne n'est au courant que c'est mis en place? Ensuite, ok, vous pourrez être d'accord avec ça, mais est-ce qu'on vous a consulté? Est-ce qu'il y a eu un vote? Est-ce qu'il y a eu un référendum? Est-ce qu'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, au Sénat? Non, il n'y a rien eu. Donc il y a un truc qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur sans que la population soit au courant. Ça va, tout va bien. Hein. Donc je vous laisserai lire l'article, qui est bien condensé, qui est bien rempli. Mais voilà, hein, on a une citation d'un haut fonctionnaire de la police nationale qui doit être une source de l'enquête. Il semble préférable de ne pas en parler. Bah non, non. Non, si, t'inquiète, hein, tu peux en parler. Hein. Bon, évidemment, ton poste va sauter, puis tu seras peut-être poursuivi pour dévoilement d'un truc secret défense, mais bon. L'option reconnaissance faciale activable en quelques clics. La popularité de Briefcam parmi les services de la police pourrait s'expliquer par l'utilisation hors de tout cadre légal d'une de ses fonctionnalités phares, la reconnaissance faciale. Celle-ci permet de détecter, de suivre, d'extraire, de classer, de cataloguer une personne en fonction de son visage, explique l'entreprise sur son site internet. Et pour l'utiliser, rien de plus simple, il suffit de sélectionner un ou plusieurs visages avant de cliquer sur le bouton reconnaissance faciale affiché à droite de la zone de lecture, comme l'indique le manuel d'utilisation transmis à Disclose par la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés sur Internet. En quelques clics, le tour est joué. Vous imaginez ça quand même? C'est un truc de dingue. Alors vous allez me dire, oui, mais en même temps, il y a eu les attentats et tout, je sais pas quoi. Est-ce que vous vous souvenez, moi je me souviens, dans la petite ville où j'ai grandi, ils avaient mis des caméras au début pour la sécurité des citoyens, éviter qu'il y ait des comportements délictueux en voiture, par les piétons, etc. Très bien. Donc ils ont mis des caméras dans les lieux publics les plus utilisés. Qu'est-ce qui s'est passé après? Évidemment, on est dans une petite ville. C'est pas le genre d'endroit où il y a un fait divers tous les 4 matins. Ah donc quand même, faut les rentabiliser parce que ça coûte cher des caméras. Eh ben on commence à s'en servir pour verbaliser les stationnements gênants, les gens qui balancent des trucs. Donc très bien, je veux dire, oui en même temps ils avaient qu'à faire ce qu'il faut ces gens-là. Bah d'accord, je suis très bien. Mais moi quand on m'a vendu l'idée des caméras, déjà pareil, personne n'a décidé. Hein, ça a été un choix exécutif de la mairie, peut-être en collaboration avec les équipes municipales, mais en tout cas nous en tant que citoyens on n'était pas plus avertis que ça. Et ensuite, c'est présenté pour votre sécurité, mais à la fin, ça vous sert à vous verbaliser quand vous vous arrêtez 5 minutes pour aller chercher la baguette. Donc, à quel moment, quand il y a un système de reconnaissance faciale, ça va pas être utilisé à des fins un petit peu en dehors du cadre sécuritaire? Et puis, quand bien même, ça fait 8 ans que c'est mis en place, ce système-là, personne n'est au courant. À quel moment, dans une démocratie, tu mets en place un système comme celui-là qui touche ta population dans son ensemble et tu n'es pas au courant? Enfin, c'est un truc de fou quand même. Ça coûte combien? On sait même pas, je sais même pas s'ils en parlent dans l'article. J'ai pas encore tout lu. Ça doit bien coûter des millions d'euros à mettre en place un truc comme ça. Qui a donné son accord pour que ce soit mis en place? Quel député? Quel sénateur? Enfin, c'est incroyable. Regardez, Briefcam équipe la police municipale dans près de 200 communes. N'est autorisée qu'à de rares exceptions. Elle peut s'inscrire dans le cadre d'enquêtes judiciaires ou administratives sanctionnant un trouble à l'ordre public ou une atteinte aux biens, aux personnes ou à l'autorité de l'État. C'est pareil, hein, ça c'est tout à fait interprétable, ce texte-là. Sanctionnant un trouble à l'ordre public ou une atteinte aux biens, aux personnes ou à l'autorité de l'État. Si vous êtes un manifestant et que vous commencez, je sais pas, à asperger de peinture un bâtiment public, est-ce que du coup c'est considéré comme un trouble à l'ordre public ou une atteinte aux biens, ça? Enfin, en fait, vous voyez, c'est la porte ouverte à beaucoup d'interprétations. Là, pour ceux qui n'ont pas d'avocat qui s'y connaît correctement, n'importe qui peut se faire condamner à plusieurs mois de ferme sur un prétexte fallacieux. Comme c'était le cas pour les émeutes. Pendant les émeutes, à un moment, il y a des gens, ils se sont fait arrêter, qui ont pris du ferme pour du vol de nourriture. Il n'y avait pas forcément de dégradation, enfin, ils n'ont pas forcément fait de dégradation, elles ont sauté sur l'occasion, hein, l'occasion a fait le larron, mais ils ont pris du ferme pour du vol de nourriture. Et le reste du temps, il y a des gens, ils battent leurs femmes ou ils battent leurs enfants. Il y a des coups avérés, mais il n'y a pas de ferme. Il n'y a pas de ferme pour ces gens-là. Voilà, moi je trouve que c'est quand même particulièrement dangereux. Et tout comme les premières vidéos de surveillance pour la sécurité ont ensuite été utilisées pour la contravention, et ben ça va être pareil avec la vidéosurveillance de masse. Et je pense que s'il n'y a pas quelque chose qui est mis en place très rapidement, la prochaine fois qu'il y aura quelque chose
de choquant aux yeux du public, et des lois comme ça vont dire, ah au fait, on a mis en place depuis déjà un moment des caméras de surveillance à reconnaissance faciale un peu partout, mais on l'a pas activé parce que machin. Bon, faut les croire sur parole quand ils disent ça. Mais là, vu qu'il y a le risque d'attentat et tout machin, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, on nous a dit ouais, on va mettre tous ces systèmes en place pour la sécurité des Français. Est-ce que vous vous sentez, vous qui avez connu le début des années 2000, les années 2010, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité maintenant qu'avant les attentats? Vous avez un article à propos des JO de Paris. Donc la vidéosurveillance algorithmique signe-t-elle la fin de nos libertés? Je vous mettrai le lien en description également. Et voilà, vous avez donc Christian Estrosi, maire d'une des villes les plus surveillées de France, qui nous dit ça. Il vaut mieux savoir qui réside sur notre territoire que de ne pas le savoir et de prendre un certain nombre de précautions. Alors, elles sont d'ordre réglementaire, bien évidemment. Des patrouilles plus importantes devant les lieux de résidence, essayer peu ou prou de voir ce qu'ils font de leurs allées-venues. Et puis, il peut y avoir un niveau supérieur, celui que je réclame, de pouvoir, grâce au logiciel dont nous disposons déjà de dernière génération, de mettre ce fichier dans notre logiciel qui permettra par la reconnaissance faciale de suivre toutes les allées et venues dans la cité, dans les transports en commun, dans les artères, dans les lieux publics de ces fichiers S. Vous pouvez les faire légalement, ça? Aujourd'hui, si je n'ai pas l'autorisation de l'État, du préfet, du procureur de la République, je ne peux pas le faire. Et vous imaginez un État, une ville, qui se priverait de la masse de données que peut procurer ce type de logiciel? C'est impossible. Les fichiers S, ce sont des prétextes au déploiement de ça. Mais ils s'en serviront pour tout. Ils s'en serviront pour tout le reste, pour vos déplacements quotidiens, pour savoir si vous êtes bien garé au bon endroit. Vous voyez à Paris maintenant, tous les automobilistes mettent des chiffons sur leur plaque d'immatriculation parce que qu'importe où ils se mettent en ville, ils se font surveiller et contraventionner à distance. Donc déjà, pour moi, ça c'est dangereux en termes de liberté. Vous avez une autre vidéo d'Arte, la reconnaissance faciale va-t-elle trop loin? Je vous mettrai le lien également. Et surveillance numérique quand le crédit social chinois s'invite en Italie. Donc vous voyez, c'est des choses qui se développent en France, en Europe, un peu partout, où il y a une espèce de besoin de contrôle massif. Mais tout ça, ça nous amène à quoi? Tout ça, ça nous amène à un autre problème, qui est les finances. Combien ça coûte de mettre ça en place? La reconnaissance faciale, les caméras, leur entretien et tout. Sachant que une caméra qui voit un délit, elle n'agit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui surveille. Et que ce quelqu'un prévienne la patrouille qui va ensuite intervenir. Mais il peut se passer 2 minutes comme il peut se passer 10 minutes. On ne sait pas en fonction des événements. La caméra donc n'agit pas. Donc imaginons, je dis une bêtise comme ça, mais que sur la ville de Nice, l'installation de toutes ces caméras, du réseau de surveillance et de la mise en place de la reconnaissance faciale, ça coûte, allez, je vais dire une bêtise, 2 millions d'euros par an. Combien de fonctionnaires de police et d'équipements on pourrait avoir dans la ville de Nice avec 2 millions d'euros de budget par an? Plus de flics, déjà, c'est des fonctionnaires. Donc les mecs, ils sont payés, ils obtiennent un salaire, ils payent des impôts et ils font vivre des familles. Donc économiquement, c'est quand même plus intéressant d'avoir 2 millions d'euros qui sont diffusés à travers 150 agents et leur équipement et leurs locaux, plutôt que 2 millions dans des caméras qu'il faut entretenir par des sociétés privées. Le fait qu'il y ait plus d'agents avec du meilleur matériel et de meilleurs locaux, ça signifie quoi? Ça signifie que les agents qui sont sur le terrain, ils tournent plus régulièrement. Ils peuvent couvrir un plus vaste territoire où ils peuvent plus se reposer. Et donc, au lieu d'avoir des équipes qui peuvent couvrir que peu de territoire de manière très dense, et donc ils sont crevés, ils sont éreintés, ils sont demandés sur tous les secteurs et à tous les moments de la journée, on a des gens qui se reposent, qui tournent, qui sont plus sereins et qui, quand ça va pas au boulot parce que il y a eu des événements importants, il y a une espèce de burn-out, et on peut prendre en charge, on peut remplacer parce qu'il y a des remplaçants, parce qu'il y a les moyens pour ça. Donc c'est aussi ça quelque part, c'est une volonté politique. On veut plus de surveillance avec de moins en moins d'agents. C'est quoi le principe en fait? On se dit que notre économie elle s'appauvrit et qu'on s'endette et tout, mais vous préférez payer des machines qui ne rapportent rien à l'économie, alors que vous pourriez payer des agents qui pourraient être des agents économiques actifs, en allant au resto, en faisant des sorties, en achetant des logements, etc. Moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. Donc voilà, si la question se pose aussi à vous, si vous avez peur que cette surveillance généralisée se mette en place, c'est une peur qui n'est pas injustifiée, qui n'est pas infondée, mais il faut vous renseigner, il faut voir quels sont les contre-pouvoirs possibles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à me retrouver sur cette chaîne et la chaîne principale. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salutations.